Pendant plus de 2 décennies, son visage a accompagné le dîner de millions de Français. Sa voix, calme et posée, semblait presque faire partie du décor national. Patrick Poivre d'Arvor, que le public a longtemps appelé simplement PPDA, n'était pas seulement un journaliste de télévision, il était une présence, une habitude, parfois même une autorité silencieuse dans les foyers. Chaque soir, à l'heure où la France se réunissait devant le petit écran, il apparaissait avec cette élégance maîtrisée, cette diction reconnaissable, ce regard qui donnait l'impression de traverser la caméra pour s'adresser directement à chacun. Mais derrière l'image lisse de l'homme du journal télévisé, derrière le prestige, les livres, les interviews et les plateaux illuminés, une autre histoire allait peu à peu émerger. Une histoire plus trouble, plus douloureuse, marquée par les contradictions d'une époque où la célébrité protégeait parfois autant qu'elle exposait. Aujourd'hui, le nom de Patrick Poivre d'Arvor ne renvoie plus seulement à l'âge d'or du journal de 20 heures. Il renvoie aussi à une chute symbolique, à des accusations graves, à des procédures judiciaires, à une parole de femme longtemps restée dans l'ombre et à une question qui dépasse son seul destin. Que reste-t-il d'une légende médiatique lorsque le récit public se fracture ? Avant d'en arriver à cette tragédie d'image, à cette fin d'un mythe, il faut revenir au commencement. Patrick Poivre d'Arvor naît le 20 septembre 1947 à Reims. Dans la France d'après-guerre, le pays se reconstruit, les familles rêvent d'ascension sociale et la radio puis la télévision deviennent peu à peu des instruments puissants de modernité. Le jeune Patrick grandit dans un univers où les mots comptent. Très tôt, il se passionne pour la littérature, la politique, l'écriture et l'actualité. Cette curiosité n'est pas anecdotique, elle deviendra le socle de son identité publique. Bien avant d'être un visage célèbre, il veut écrire, comprendre, raconter, séduire par la langue. Son parcours est celui d'un homme qui comprend très vite que la parole peut ouvrir des portes. Il étudie, se forme, entre dans le monde du journalisme et développe cette double ambition qui le caractérisera longtemps, être à la fois journaliste et écrivain. Là où d'autres choisissent une seule voie, lui cherche à occuper plusieurs territoires. L'information, la littérature, la télévision, l'interview, le roman, le récit personnel, tout semble l'attirer. Cette pluralité fera sa force, mais elle nourrira aussi une forme de fascination autour de sa personne. Dans les années où il commence à se faire une place, la télévision française n'a pas encore l'extrême fragmentation que nous connaissons aujourd'hui. Les chaînes sont peu nombreuses, les audiences massives, les présentateurs deviennent des figures nationales. Un journaliste qui entre chaque soir dans les salons n'est pas perçu comme une simple personnalité médiatique. Il devient presque un membre de la famille, un témoin permanent de l'histoire collective. Patrick Poivre d'Arvor va parfaitement comprendre cette mécanique. Son style tranche avec celui d'autres figures plus austères. PPDA cultive une forme de proximité élégante. Il n'est pas seulement celui qui annonce les nouvelles, il donne l'impression de les raconter. Sa voix enveloppe, son visage rassure, son ton suggère le sérieux sans effacer le charme. À une époque où le journal télévisé reste un rituel national, cette alchimie est décisive. Il ne parle pas seulement à la France, il s'installe dans son imaginaire. Pendant 21 ans, il présente le journal de 20 heures de TF1, ce qui contribue à faire de lui l'une des figures les plus identifiables de la télévision française. Cette longévité exceptionnelle nourrit son prestige et sa légende médiatique. Le plateau devient son royaume. La caméra devient son miroir. Les grands événements du monde passent par sa voix, guerre, élections, catastrophes, disparitions, triomphes sportifs, crises politiques. La France voit l'histoire défiler. Lui en devient l'un des narrateurs les plus célèbres. Mais la célébrité télévisuelle a toujours 2 visages. Elle élève, puis elle enferme. Elle donne une puissance immense, mais elle fabrique aussi une distance entre l'homme réel et le personnage public. Pour beaucoup de téléspectateurs, PPDA devient une silhouette presque intouchable. Le journaliste se confond avec l'institution. Son nom n'est plus seulement un nom, c'est une marque, un symbole, une signature. Cette ascension s'accompagne d'une production littéraire abondante. Patrick Poivre d'Arvor publie de nombreux ouvrages, affirme son goût des lettres, anime des émissions culturelles et construit une image d'homme raffiné. Il ne veut pas être seulement l'homme qui lit les titres de l'actualité. Il veut être reconnu comme un passeur de culture, un amoureux des livres, un écrivain à part entière. Là encore, le public adhère. PPDA représente une forme de journalisme à l'ancienne, où le présentateur pouvait incarner à la fois l'information, la littérature et un certain art de vivre médiatique. Cependant, dans toute trajectoire aussi brillante, il existe des zones d'ombre. Certaines apparaissent tôt, d'autres ne surgissent que lorsque le temps les rend impossibles à ignorer. Dans le cas de Patrick Poivre d'Arvor, la fracture publique se produit bien plus tard, lorsque plusieurs femmes prennent la parole et que des procédures judiciaires s'ouvrent autour d'accusations de violences sexuelles. Il est essentiel de le rappeler avec précision.
Ces accusations doivent être présentées comme telles, dans le respect de la présomption d'innocence. Patrick Poivre d'Arvor a contesté les accusations portées contre lui et la justice suit son cours. Mais même en tenant compte de cette prudence nécessaire, le choc médiatique est immense, car l'homme mis en cause n'est pas une célébrité secondaire. Il est l'un des visages les plus célèbres de l'histoire télévisuelle française. Quand un tel symbole vacille, ce n'est pas seulement une carrière qui est interrogée, c'est tout un système de pouvoir, de silence, de prestige et de protection qui revient au centre du débat. À partir de 2021, l'affaire prend une ampleur nationale avec les accusations de Florence Porcel, puis avec d'autres témoignages et plaintes. Selon les informations publiées, Patrick Poivre d'Arvor a été mis en examen pour viol dans le dossier concernant Florence Porcel, tandis que d'autres procédures et témoignages se sont ajoutés au fil du temps. En juin 2026, Le Monde rapporte qu'il est avisé par 2 nouvelles plaintes pour agression sexuelle, portant à 13 le nombre de plaintes déposées selon le journal, tandis que plus de 40 femmes auraient témoigné auprès de la justice. Ces éléments, par leur nombre et par leur gravité, ont profondément modifié la manière dont une partie du public regarde désormais son parcours. C'est là que naît la véritable tragédie de cette histoire. Non pas une tragédie au sens d'une disparition physique, mais une tragédie d'image, de mémoire et de confiance. Pendant des années, PPDA a représenté la parole officielle du soir. Il était l'homme qui racontait les drames des autres, les scandales des puissants, les blessures du monde. Puis, progressivement, son propre nom est devenu associé à un récit de chute, de contestation et de soupçons graves. L'homme qui interrogeait les événements est devenu lui-même un événement. L'homme qui incarnait la maîtrise est devenu le sujet d'une tempête qu'aucune mise en scène télévisuelle ne pouvait contrôler. Pour comprendre l'impact de cette rupture, il faut mesurer la place qu'occupait PPDA dans la mémoire collective. Le journal de 20 heures, avant l'ère des réseaux sociaux, n'était pas un contenu parmi d'autres. C'était un rendez-vous central. Les familles s'asseyaient, le silence se faisait et le présentateur donnait le ton de la soirée. Cette fonction créait une relation intime avec le public. Les téléspectateurs ne connaissaient pas réellement l'homme, mais ils avaient l'impression de le connaître. C'est précisément cette illusion de familiarité qui rend les révélations et les accusations si perturbantes lorsqu'elles surgissent. Le cas PPDA raconte aussi l'évolution brutale du rapport entre médias et pouvoir. Pendant longtemps, la télévision a fonctionné comme une pyramide. Quelques visages dominaient l'espace public, quelques rédactions décidèrent des priorités, quelques noms concentraient une influence considérable. Dans ce monde-là, la réputation était une armure. Être célèbre, respecté, installé, pouvait rendre presque impensable la remise en question publique. Les paroles discordantes, surtout lorsqu'elles venaient de femmes jeunes, moins puissantes ou moins connues, avaient souvent du mal à se faire entendre. Le mouvement MeToo a changé cet équilibre. Il a ouvert une brèche dans laquelle des récits longtemps retenus ont pu être formulés publiquement ou judiciairement. Les affaires visant des figures du cinéma, de la télévision, de la politique ou de la littérature ont montré que l'admiration collective pouvait coexister avec des accusations graves. Dans ce nouveau climat, les anciennes hiérarchies de crédibilité sont contestées. La parole des plaignantes, sans remplacer le travail de la justice, ne peut plus être balayée d'un simple revers de main. C'est pourquoi la trajectoire de Patrick Poivre d'Arvor prend une dimension presque historique. Elle incarne le passage d'une époque à une autre. L'époque ancienne était celle du présentateur roi, du plateau fermé, du prestige vertical. L'époque nouvelle est celle des archives qui ressurgissent, des témoignages qui circulent, des procédures qui s'accumulent, des réputations qui ne sont plus protégées par leur seule ancienneté. PPDA n'est pas seulement un homme au centre d'accusation. Il est devenu, malgré lui, le symbole d'un monde médiatique en train d'être jugé par une génération différente. Pourtant, réduire Patrick Poivre d'Arvor à cette seule affaire serait également simplifier une vie complexe. Sa carrière a été immense. Son influence sur le journalisme télévisé est indéniable. Des millions de personnes l'ont regardé, parfois admiré, parfois critiqué. Il a interviewé des chefs d'État, couvert des moments majeurs, accompagné des soirées historiques. Il a aussi bâti une œuvre littéraire, avec cette volonté constante de ne pas être enfermé dans le rôle du présentateur. Mais c'est justement parce que la carrière fut immense que la chute symbolique paraît si vertigineuse. Plus un personnage public est élevé, plus le contraste devient violent lorsque l'image se brise. Le public ne réagit jamais seulement aux faits rapportés. Il réagit aussi à la différence entre ce qu'il croyait voir et ce qu'il découvre ou redécouvre. Dans le cas de PPDA, cette différence est immense. L'homme rassurant du 20h se retrouve confronté à un récit public où son nom est associé à la peur, à l'emprise présumée, à la parole de femmes blessées et à l'examen de la justice. Cette tension crée un malaise profond. D'un côté, il y a la nécessité absolue de respecter la présomption d'innocence.
Aucun article, aucune vidéo, aucun commentaire ne doit se substituer au juge. De l'autre, il y a l'existence de témoignages nombreux, de plaintes et d'informations judiciaires qui ne peuvent être ignorées. Le travail journalistique consiste alors à marcher sur une ligne étroite, raconter sans condamner à la place de la justice, analyser sans diffamer, rappeler les faits publics sans transformer l'affaire en spectacle morbide. La tragédie commence donc par un paradoxe. Patrick Poivre d'Arvor a passé sa vie à construire une image de contrôle, de culture, de distance élégante. Il a incarné la télévision sûre d'elle-même, celle qui savait parler à la nation d'une voix unique. Mais la fin de son règne médiatique révèle une vérité plus fragile. Aucune image publique, aussi brillante soit-elle, ne résiste indéfiniment aux questions que le temps finit par poser. La fin tragique évoquée dans ce titre n'est pas celle d'un homme disparu. C'est celle d'un mythe qui ne peut plus être regardé de la même façon. C'est la fin d'une innocence médiatique. C'est la fin d'une époque où le visage familier du journal suffisait à inspirer confiance. C'est aussi, pour beaucoup de téléspectateurs, la douleur de devoir relire leurs propres souvenirs à la lumière d'informations nouvelles et d'accusations graves. Ainsi commence l'histoire, non par un coup de tonnerre soudain, mais par la lente transformation d'une admiration en interrogation. Patrick Poivre d'Arvor, né dans la France d'après-guerre, devenu prince du 20h, écrivain, intervieweur et figure centrale de TF1, entre désormais dans une autre page de sa vie publique. Une page plus sombre, plus complexe, où la gloire d'hier ne suffit plus à répondre aux questions d'aujourd'hui. Et c'est précisément cette bascule que nous devons examiner. Car derrière le destin de PPDA se cache une histoire plus large, celle du pouvoir médiatique, de la mémoire collective, du silence, de la parole libérée et de la difficulté pour une société entière à regarder en face les zones d'ombre de ceux qu'elle a longtemps placés au sommet. Faudra entrer plus profondément dans cette mécanique de la célébrité. Comment un journaliste devient une institution, comment une institution devient presque intouchable, et comment, lorsque les premières fissures apparaissent, tout un édifice peut commencer à trembler. Pour comprendre la chute symbolique de Patrick Poivre d'Arvor, il faut d'abord comprendre l'ampleur de son pouvoir médiatique. Le public d'aujourd'hui, habitué aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information en continu, aux podcasts, aux plateformes vidéo et aux polémiques instantanées, peut avoir du mal à mesurer ce que représentait un présentateur de 20 heures dans les années 1980, 1990 et 2000. À cette époque, le journal télévisé n'était pas un simple rendez-vous d'information. C'était un rituel national. À 20h, la France s'arrêtait presque. Dans les maisons, les appartements, les cafés, les hôtels, les foyers de province comme ceux des grandes villes, la télévision devenait le centre de la pièce. Les familles dînaient devant les nouvelles, les parents demandèrent le silence. Les enfants reconnaissaient sans toujours comprendre la voix du présentateur. Et chaque soir, sur TF1, Patrick Poivre d'Arvor apparaissait, costume impeccable, regard posé, ton mesuré. Il ne surgissait pas comme une star bruyante. Il entrait dans les foyers comme une évidence. Ce pouvoir-là était immense, parce qu'il ne ressemblait pas à un pouvoir politique traditionnel. PPDA ne signait pas de loi, ne dirigeait pas un ministère, ne commandait pas une armée. Pourtant, il influençait la manière dont des millions de Français percevaient le monde. Il annonçait les crises, introduisait les reportages, choisissait le rythme du récit, incarnait la gravité ou l'émotion selon les circonstances. Le journaliste devenait alors plus qu'un passeur d'informations. Il devenait un filtre, un visage, presque une conscience collective. C'est dans ce contexte que Patrick Poivre d'Arvor a bâti sa légende. Après ses débuts à la radio, puis à Antenne 2, il s'impose progressivement comme l'un des grands noms du journalisme français. Sa carrière à TF1 commence en 1987 et se poursuit jusqu'en 2008, soit 21 ans à la présentation du journal de 20 heures de la première chaîne française. Son dernier, JT sur TF1 en juillet 2008, met fin à une période exceptionnelle de longévité télévisuelle. Cette longévité n'est pas un détail. Dans la télévision, durer signifie souvent régner, car le public ne donne pas sa fidélité facilement. Il faut être suffisamment rassurant pour accompagner les drames, suffisamment élégant pour interviewer les puissants, suffisamment connu pour devenir une marque, mais suffisamment stable pour ne pas lasser. Patrick Poivre d'Arvor avait trouvé cette combinaison rare. Il était à la fois journaliste, écrivain, homme de télévision et personnage culturel. Son nom, réduit à 3 lettres, PPDA, était devenu une signature nationale. Peu de personnalités médiatiques peuvent être identifiées par de simples initiales. Ces 3 lettres disaient tout. Une époque, une chaîne, un ton, une posture, une manière de regarder la caméra. Derrière ce raccourci affectif se cachait pourtant un mécanisme puissant. Plus un homme devient une institution, plus il devient difficile de distinguer sa personne réelle de son image fabriquée. La télévision aime les mythes. Elle construit des héros sans toujours le dire. Elle illumine les visages, gomme les hésitations, contrôle les angles,
impose une musique, une cadence, une autorité. Le téléspectateur croit connaître celui qu'il regarde tous les soirs, mais il ne connaît qu'une représentation. Dans le cas de PPDA, cette représentation était particulièrement forte. Il incarnait une France cultivée, sûre d'elle-même, masculine, littéraire, institutionnelle. Il semblait venir d'un monde où le prestige protégeait, où les mots donnaient du pouvoir, où l'élégance suffisait parfois à désamorcer les critiques. Cette image de raffinement fut renforcée par ses activités littéraires. Patrick Poivre d'Arvor n'a jamais voulu être seulement l'homme du JT. Il s'est présenté comme un lecteur, un auteur, un amoureux des textes. Selon les notices d'éditeurs, son parcours mêle droit, sciences politiques, langues orientales et journalisme, avant son entrée à France Inter puis à la télévision. Cette construction culturelle lui permettait d'échapper au rôle parfois mécanique du présentateur. Il voulait appartenir au monde des idées, des livres, des salons littéraires, des grandes conversations françaises. Dans un pays comme la France, cette dimension compte énormément. La célébrité médiatique y gagne souvent en prestige lorsqu'elle se double d'une légitimité littéraire. PPDA n'était pas seulement vu comme un homme d'écran, mais comme un homme de plume. Il publiait, recevait des écrivains, parlait de culture, entretenait une image d'intellectuel populaire. Pour beaucoup, il représentait un pont entre la télévision de masse et la tradition littéraire française. Mais cette double identité, journaliste et écrivain, pouvait aussi renforcer une forme de verticalité. Patrick Poivre d'Arvor n'était pas seulement visible, il était valorisé. Il n'était pas seulement célèbre, il était consacré. Et dans le monde médiatique, la consécration crée souvent autour d'un homme un cercle de protection invisible. Les collaborateurs hésitent à contredire. Les jeunes journalistes observent. Les invités mesurent le poids du nom. Les directions savent que le visage vedette porte l'audience, donc la publicité, donc l'influence de la chaîne. C'est ici que commence la partie la plus délicate de cette histoire. Car dans toute grande institution, le pouvoir ne s'exerce pas seulement par les ordres donnés. Il s'exerce aussi par le silence des autres, par la peur de déplaire, par l'admiration, par le prestige, par l'habitude. Un homme au sommet n'a pas toujours besoin de parler fort pour peser sur ceux qui l'entourent. Sa position parle pour lui. Dans les années dorées de TF1, Patrick Poivre d'Arvor faisait partie d'un paysage médiatique où certains visages semblaient indéboulonnables. La chaîne elle-même occupait une place centrale dans l'imaginaire français. Elle n'était pas seulement une entreprise audiovisuelle, elle était une machine à fabriquer des rendez-vous populaires, des animateurs stars, des journaux puissants, des émissions regardées par des millions de personnes. Le Monde a décrit ces années TF1 comme une époque d'intouchable, dans un article consacré à la face sombre de cette période, en évoquant notamment les questions soulevées par plusieurs affaires visant des figures médiatiques. Le mot est important, intouchable. Il ne signifie pas que tout était connu, ni que tout serait automatiquement vrai dans chaque accusation. Il signifie que certaines positions sociales deviennent si hautes qu'elles semblent empêcher la contestation. Quand un homme représente une chaîne, quand il incarne un rendez-vous national, quand son départ pourrait bouleverser l'audience, son statut change. Il n'est plus seulement un salarié puissant, il devient un capital symbolique. Cette réalité ne concerne pas uniquement PPDA, elle traverse toute l'histoire des médias. Les grandes chaînes ont longtemps fonctionné sur un modèle vertical dominé par quelques figures centrales. Le public voyait les visages, il voyait moins les rapports de pouvoir derrière les caméras. Les jeunes femmes travaillant dans les rédactions, les collaboratrices, les stagiaires, les autrices, les invités ou les personnes en quête de reconnaissance pouvaient se retrouver face à des hommes dont la notoriété rendait toute opposition difficile. Dans ce contexte, la parole des personnes moins puissantes avait souvent peu de poids. Une confidence pouvait être minimisée, une alerte pouvait rester sans suite. Une gêne pouvait être interprétée comme un malentendu. Une accusation pouvait être perçue comme impossible, non parce qu'elle était examinée en détail, mais parce qu'elle visait une figure trop installée. C'est précisément ce mécanisme que les sociétés contemporaines interrogent depuis l'émergence du mouvement #MeToo. Lorsque les accusations contre Patrick Poivre d'Arvor deviennent publiques à partir de 2021, le choc vient autant du contenu des témoignages que du statut de l'homme visé. Florence Porcel, puis d'autres femmes, mettent en cause un homme que la France avait longtemps vu comme l'incarnation du sérieux journalistique. Les accusations sont graves et doivent être présentées avec prudence. PPDA les conteste et la justice doit établir les faits. Mais leur accumulation a profondément changé la perception de son héritage médiatique. En 2023, l'ancien présentateur a reçu une mise en examen pour viol par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction dans le cadre d'une information judiciaire liée notamment aux accusations de Florence Porcel selon plusieurs médias. La société de presse rappelait alors que PPDA niait les accusations et soutenait que les relations évoquées étaient consenties.
En juin 2026, Le Monde a rapporté 2 nouvelles plaintes pour agression sexuelle, en indiquant que 13 plaintes avaient déjà été déposées et que plus de 40 femmes avaient témoigné auprès de la justice. Ces éléments ne doivent pas être transformés en jugement définitif dans un article destiné au public. Il faut les dire avec rigueur. Mais on ne peut pas non plus les réduire à une simple note de bas de page. Ils sont devenus un élément central de l'histoire publique de Patrick Poivre d'Arvor. Ils obligent à relire la carrière à travers une question plus large. Comment un homme aussi exposé a-t-il pu rester si longtemps entouré d'une aura de respect presque absolue? C'est le cœur du drame. Pendant 21 ans à TF1, PPDA a incarné la maîtrise. Il était celui qui annonçait, qui hiérarchisait, qui donnait la parole, qui coupait parfois, qui relançait, qui concluait. Dans l'imaginaire du public, il était du côté de ceux qui savent. Or, les affaires judiciaires et médiatiques qui l'entourent aujourd'hui déplacent brutalement cette image. L'homme qui semblait contrôler le récit se retrouve désormais pris dans un récit qu'il ne contrôle plus entièrement. Cette perte de contrôle est l'une des dimensions les plus violentes de la chute des figures publiques. Une star peut accepter les critiques tant qu'elle peut y répondre dans le cadre qu'elle maîtrise. Un journaliste peut gérer une polémique tant qu'elle reste limitée. Mais lorsqu'un nom est associé à une vague d'accusations, à des plaintes, à des témoignages nombreux et à une évolution profonde des mentalités, le terrain change. Ce n'est plus seulement une crise de communication, c'est une crise de mémoire. La mémoire collective est cruelle parce qu'elle ne se contente pas d'ajouter des informations nouvelles. Elle réorganise le passé, les anciens journaux télévisés, les interviews, les sourires, les apparitions littéraires, les hommages reçus, tout est regardé autrement. Ce qui semblait noble peut paraître ambigu. Ce qui semblait naturel peut sembler construit. Ce qui semblait prestigieux peut devenir suspect aux yeux de certains. La personne publique n'est plus regardée seulement pour ce qu'elle a fait à l'écran, mais pour ce que son pouvoir aurait pu permettre hors écran. Il faut ici éviter un piège, celui de la condamnation totale et immédiate de tout un parcours avant même la conclusion judiciaire. Un journaliste sérieux ne doit pas effacer 20 ans d'histoire télévisuelle d'un trait de plume. Mais il doit reconnaître qu'une œuvre publique n'existe jamais séparément de la confiance qui la soutient. Quand cette confiance se fissure, l'œuvre reste, mais elle devient plus difficile à regarder. La tragédie de PPDA est donc aussi celle des téléspectateurs. Beaucoup ont grandi avec lui. Certains se souviennent de sa voix pendant les grands événements de leur vie. Une élection présidentielle, un attentat, une guerre, la mort d'une personnalité, une finale sportive, une crise internationale. Pour ces personnes, entendre aujourd'hui son nom associé à des accusations de violences sexuelles crée un trouble intime. Ce n'est pas seulement un présentateur qui vacille, c'est une partie de leur propre mémoire télévisuelle qui devient inconfortable. Ce phénomène est fréquent lorsqu'une figure admirée est mise en cause. Le public traverse plusieurs étapes, le refus, l'incrédulité, la colère, la tristesse, parfois la défense acharnée, parfois le rejet complet. Certains disent « ce n'est pas possible, je l'ai regardé toute ma vie ». D'autres répondent « justement, c'est parce qu'il était puissant que des voix ont pu être étouffées ». Entre ces deux réactions, une société se déchire autour d'une question difficile. Comment concilier présomption d'innocence, écoute des plaignantes, mémoire médiatique et responsabilité collective? La réponse n'est jamais simple, la justice a son temps, ses procédures, ses exigences de preuve. Les médias ont un autre rythme, souvent plus rapide, parfois trop rapide. Les réseaux sociaux, eux, jugent en quelques heures. Dans une affaire aussi sensible, la responsabilité éditoriale est immense. Il faut rappeler les faits publics, citer les sources, éviter les formulations accusatoires définitives, mais aussi ne pas minimiser la gravité de ce qui est allégué. L'équilibre est difficile, mais il est indispensable. Pour YouTube, cette prudence est encore plus importante. Un titre dramatique attire l'attention, mais le contenu doit rester respectueux, documenté et responsable. Dire « tragédie » ne signifie pas inventer une mort, un suicide, une confession secrète ou un événement imaginaire. Dans le cas de Patrick Poivre d'Arvor, la tragédie est celle d'une fin de règne, d'une image brisée, d'une époque révolue et d'un homme dont le nom se trouve désormais séparé en deux parties presque irréconciliables, l'icône du 20h et le mis en cause judiciaire. Cette séparation est peut-être ce qui rend son histoire si puissante d'un point de vue narratif. Pendant longtemps, PPDA a été une figure d'unité. Tout le monde connaissait son visage, même ceux qui ne l'aimaient pas. Il appartenait à un patrimoine télévisuel commun. Aujourd'hui, ce même nom produit une division. Pour les uns, il reste l'un des plus grands présentateurs français. Pour les autres, il symbolise un système qui aurait trop longtemps protégé les hommes puissants. Pour d'autres encore, il faut attendre la justice, refuser les simplifications, mais reconnaître que la parole des femmes a ouvert une brèche irréversible.
Cette brèche dépasse largement la personne de Patrick Poivre d'Arvor. Elle oblige les médias à regarder leur propre histoire. Qui savait quoi? Qui n'a pas voulu entendre? Quels comportements étaient tolérés au nom du génie, de l'audience ou de la rentabilité? Quels récits ont été étouffés parce qu'ils dérangeaient une institution? Ces questions sont aujourd'hui posées à la télévision, au cinéma, à la littérature, à la politique, au sport, à l'université. Elles redessinent le rapport entre admiration et responsabilité. Car admirer une personnalité ne devrait jamais empêcher d'interroger son pouvoir. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes de cette affaire. Une société mature doit pouvoir reconnaître le talent sans transformer le talent en immunité. Elle doit pouvoir saluer une carrière sans déclarer intouchable celui qui l'a menée. Elle doit pouvoir écouter les victimes présumées sans abolir les droits de la défense. Elle doit pouvoir regarder une icône avec lucidité, même lorsque cette lucidité fait mal. La carrière de Patrick Poivre d'Arvor montre aussi à quel point la télévision a changé. Le présentateur roi n'existe plus de la même manière. Les audiences sont fragmentées, les journalistes sont commentés en direct, les archives ressortent, les contradictions sont repérées, les accusations circulent plus vite. Cette transparence nouvelle peut être brutale, imparfaite, parfois injuste. Mais elle a aussi mis fin à une solitude. Celle de personnes qui, autrefois, pouvaient croire qu'elles ne seraient jamais entendues face à un nom trop puissant. Dans le cas de PPDA, le contraste entre l'ancienne aura et la situation actuelle était vertigineux. L'homme qui recevait les puissants, qui dialoguait avec les écrivains, qui incarnait la France du soir, se retrouve désormais associé à des mots judiciaires lourds. Plainte, mise en examen, accusation, témoignage, instruction, présomption d'innocence. Ces mots ont remplacé, dans beaucoup d'articles, les anciens termes de gloire. Audience, prestige, longévité, littérature, élégance. C'est ainsi que se produit une fin tragique. Non pas spectaculaire comme dans les films, mais lente, administrative, judiciaire, médiatique. Une fin faite de convocations, de dossiers, de communiqués d'avocats, de témoignages, de unes de journaux, de débats télévisés et de silence. Une fin où l'homme public ne disparaît pas, mais où l'image d'autrefois devient impossible à restaurer entièrement. Et pourtant, il reste une question essentielle. Que fait un homme lorsque le récit de sa vie lui échappe? Patrick Poivre d'Arvor a contesté les accusations et défendu sa version. Cela fait partie du dossier public. Mais dans l'espace médiatique, la défense ne suffit pas toujours à effacer le choc. Lorsqu'une figure a incarné la confiance pendant si longtemps, la moindre fissure devient une faille. Et lorsque les fissures se multiplient, le monument ne s'écroule pas forcément d'un seul coup. Il devient inhabitable. Voilà pourquoi le chapitre de la gloire conduit naturellement au chapitre de la douleur. PD a connu ce que peu de journalistes connaissent, la célébrité massive, l'autorité quotidienne, la reconnaissance littéraire, l'inscription dans la mémoire collective. Mais ce sommet avait un prix. Plus l'image était forte, plus sa remise en cause allait être violente. Plus le visage était familier, plus l'affaire allait sembler intime aux yeux du public. Plus l'homme avait été associé à la vérité journalistique, plus les accusations allaient produire une onde de choc. Faudra entrer dans cette zone sombre. Celle de l'affaire elle-même, de la parole des femmes, de la réponse de Patrick Poivre d'Arvor, du rôle de la justice et de cette question qui hante désormais toute son histoire publique. Comment raconter la fin d'une icône sans trahir ni la vérité judiciaire, ni la douleur des personnes qui disent avoir été victimes, ni la mémoire d'un pays qui l'a longtemps regardé chaque soir? Après avoir retracé l'ascension de Patrick Poivre d'Arvor, son enfance, sa construction intellectuelle, puis son règne médiatique au journal de 20 heures, une évidence s'impose. Son histoire ne peut pas être racontée comme une simple carrière de télévision. Elle est devenue le miroir d'une époque avec ses grandeurs, ses silences et ses contradictions. Nous avons vu comment PPDA est passé du statut de jeune passionné par les mots à celui d'icône nationale. Pendant des années, il a incarné la confiance, l'élégance journalistique et le prestige culturel. Son visage était associé aux grands soirs de l'actualité, aux interviews importantes et à cette télévision puissante qui rassemblait encore des millions de Français devant un même écran. Mais cette image s'est fissurée. Les accusations graves portées contre lui, qu'il conteste, ont déplacé le regard du public. La justice doit suivre son cours et la présomption d'innocence reste essentielle. Pourtant, le choc médiatique est réel. Ce n'est plus seulement le parcours d'un présentateur célèbre qui est interrogé, mais tout un système où le pouvoir, la notoriété et le silence ont parfois entretenu des zones d'ombre. La tragédie évoquée dans ce récit n'est donc pas celle d'une disparition physique. C'est la tragédie d'un mythe abîmé, d'une mémoire collective devenue inconfortable, d'un homme qui fut longtemps au centre du salon des Français et dont l'héritage est aujourd'hui profondément divisé. Pour certains, PPDA restera l'un des grands visages de la télévision française. Pour d'autres, son nom symbolise désormais la fin d'une époque où certaines figures semblaient intouchables.
Son destin rappelle une vérité simple. La célébrité ne protège pas éternellement du jugement du temps. Les carrières les plus brillantes peuvent être relues à la lumière de questions nouvelles. Les icônes peuvent tomber, non pas dans un fracas soudain, mais dans le doute, les témoignages, les procédures et les silences enfin brisés. Ainsi se referme ce portrait, celui d'un homme qui a marqué la télévision française, mais dont l'image ne pourra sans doute plus jamais être regardée comme avant. Entre gloire, accusations contestées, mémoire et justice, Patrick Poivre d'Arvor laisse derrière lui une histoire complexe, douloureuse et profondément révélatrice de notre époque. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez votre avis en commentaire. Ici, nous revenons sur les grandes figures publiques, leurs succès, leurs blessures, leurs zones d'ombre et les leçons que leur parcours laisse au public. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau récit.